Donc, on va présenter notre invité dans le cadre du Festival Amazigh de Montréal. Nous avons invité l'historien Ali Gnoun, qui a un doctorat en histoire à l'université de la Sorbonne Paris 1 et en 2015. Son parcours, il est en 1966. Donc il travaille. Il a les études primaires de d'artis, ومن بعد يروح على الدلس يقرا ديال السؤال. Ensuite يخدم le lycée polyvalent de Tizi Ouzou. Ensuite يروح يخدم une licence d'histoire à l'université d'Alger اللي fait en 1989. Donc il sera l'histoire dans plusieurs lycées, notamment dans le lycée de Ghardaya, donc à Bni Yizgel. Il sera de Boujima, il sera au lycée Descartes d'Alger. Donc il va parcourir son temps qu'enseignant de Guy d'Alger. بعد يروح على فرنسا عندي يخدم un DEA. C'est ça. Un DEA, un diplôme d'études approfondies en histoire. Lina qui a soutenu sa thèse de doctorat en histoire, ses travaux portent sur l'histoire de l'Algérie contemporaine. Et plus précisément sur le mouvement berbère. Donc sa thèse en doctorat a obtenu les félicitations du jury et une mention très honorable. Il a publié en 1999 aux éditions La Casbah, Chronologie du mouvement berbère, Un combat et des hommes, aux éditions La Casbah et Dner, et en 2021, il a publié La question kabyle dans le nationalisme algérien 1949-1962 aux éditions du Croco. Donc, مثلا غادي سليمان كارنا اسف كغاولي كريمه مي لو شكرا درنا تنميرت القسم تنميرت نولي ديوسانا كنمثل السان غاد اللي ثاقيا نسرا مسرا غير ديالين ذوين راه دياوين كرا تفاف كرا نيسال غف ثلي المزروي ني مزيغنا مزروي نسوثار غف مزيغ ديك تزوارا هذا اسنيني السكير زويره كيما حكيم تيليوا مثلا ثوني وين قلتي دي زربنتا تلا كي تيخدم لا دغاف مسيكان كثمورت القبايل اسكواسي زرين ياتي كتاتي نسمكتي ايني ضارون اسكواسني عندنا كثمورت ماشي داينا راه نتو ماشي تاتوتي نفتو داس مكتي نبغاتي نسمكتي ادو غالا مسا علي قنون داس مزراي داس دوان قدشن اكس داويت فرنسا باري 1
أسنني ثانمير لقديش ينس مزروين الجزائر ثميران لدغام موسون أغلناو نعثم سرت مزيغ ذوك موسون أغلناو داين إغيش عبد النطاس الساقين أدناهم صغور السكران تريريث غافي سقسيننا أنوالي أنا ذي نسوسنان أي غراشكو أمهير ذي هروين كن تمسلي غرانا نكوني ذاين نتساف فيسبوك ذاين نتساف ذكونا ذينا ماشا نسمرد نمليل ذي من ذين أما سعلي قنون ذاين غي صفراح نطاس أشكو يتسوي غيد أين دي بويسونا ذي أمسنان أسنني ثانمير ونتعطي لراس نفك أول ثانمير ذينك أمس أزول في اللاكونت أزول في الأول تنميرت لا فيدراسيون أمازيغ d'Amérique du Nord يدار نساقي أردقي Montréal. Et merci surtout pour l'accueil très chaleureux. أساقي قبل ma conférence. Je m'incline devant la mémoire des victimes du pouvoir algérien. Aussi, je suis solidaire de tous les prisonniers politiques dans les prisons d'Algérie. غادي نريث الحاجة في l'historien. خاطر ولا dans les débats, que ce soit surtout dans les réseaux sociaux, mais aussi ذاكي دي ثمورث دي فرنسا ما devant un public français, il n'y a aucun souci. ما devant un public القبائل الجزائريين إلا مثلا بروبليم. ذا شو سي كو يمثلوا نخدم لا ديفيرونس انتر وين يسقداش في مزروي ان هيستوريان ان هوم بوليتيك ان ميليتون بوليتيك. اي نفهم باللي سمحت لي محسوبه ماشي سمحت لي اذا قد تمسلي استمسلي اسقداشا. Donc l'historien qui n'est, pour moi c'est un éternel incompris, et surtout dans notre société. Et il n'est pas facile pour l'historien de prendre part à des polémiques sur le passé, sur le passé lointain, sur le passé récent. Il se garde d'intervenir dans des débats qui n'ont pas pour but la compréhension du passé. Mais les polémiques servent aussi à l'utilisation de l'histoire à des fins politiques immédiates. Le point Guinée, il va confondre l'historien avec le militant politique. Il faut que la polémique cède sa place à un débat apaisé et fécond. Mais il a eh bien, on ne comprendra pas les choses. Il a au romo et à romonner au sensualière tout de suite. Il faut du temps pour se rendre compte que la polémique a servi plutôt des questions d'aujourd'hui ou de demain. Les qualificatifs de traître, de harki, de patriote ou de héros
ne font pas partie du vocabulaire de l'historien. شحال دابري ذاك مسالي c'est un traître, l'autre c'est un héros. C'est quoi le parcours sur le parcours de Messaline ou sur le parcours d'une autre personne? Parce que l'histoire de Boussagui أتص دعم دي طريقة يتخلق tous les jours وقيستان طريقة etc. Ce n'est pas le rôle de l'historien. L'historien يتكلم كيف نسقارني ثمورث les attestationnés d'anciens moudjahids, c'est pas son rôle. Le rôle de l'historien est bien sûr de comprendre ce qui s'est passé et d'exposer les résultats et ses recherches et bien sûr ses hypothèses aussi. L'historien dépend de ses sources. Mais il a les archives. Mais il laisse les témoignages, on ne va pas produire quelque chose de très poussé. Donc l'historien, bien sûr, dépend aussi de ses questionnements, mais aussi il dépend de ses sources. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'historien n'est pas, la mission n'est pas de donner des points de bravoure ou de traîtrise, de légitimer ou de délégitimer des personnes. Ce n'est pas mon rôle et ce n'est pas le rôle de tout historien. Moi je dis, les historiens disent, écrivent, c'est à tout le monde, c'est au lecteur d'en tirer les enseignements, les inébranlables. Il faut aussi replacer les événements dans leur contexte. En fait, le contexte, mais il a, et c'est ce qu'on voit dans les débats aujourd'hui, une information, mais on sait dans quel contexte. Et ça sert à quoi? Ça sert à dire c'est un traître, et ça fausse le débat, et ça fausse la compréhension. Donc, ni en histoire, qu'est-ce qu'on dit? On dit que à chaque fois, le contexte, eh bien, on ne comprendra absolument rien. Donc, le contexte pour l'historien est extrêmement important. Et vous allez voir que je n'avance pas quelque chose, mais l'autre démarre dans le contexte. Parce que pourquoi la chose est grave, il a dans le contexte. Quand on prend par exemple la question des Harkis, c'est une question extrêmement importante, Hachimi, parce que c'est une guerre civile dans une société. Vous pouvez vous poser la question, Hachimi, Filan, il fait des Harkis. Bon, c'est facile de dire, des Harkis, donc c'est un traître, etc., etc. Mais si on ne comprend pas, par exemple, que des Harkis frônent des gens du FLN les ont méprisés, les ont obligés à choisir un autre camp, eh bien on ne comprendra rien du tout. Donc il faut comprendre aussi qu'il y a des luttes dans la société. Il y a des gens, par exemple, je connais énormément d'exemples à travers toute l'Algérie, des gens qui étaient acquis à l'idée nationale, donc à l'indépendance du pays. Eh bien, soit par exemple pour des questions qui sont liées à un passé lointain ou proche, on dit par exemple un exemple, c'est un exemple très fréquent qu'on retrouve un peu partout. Eh bien, c'est que ils ont pris le maquis, ils ont des armes. Eh bien, il choisit l'autre camp, à savoir le camp de la France, pour se venger.
Donc, où est la question, où est la part de la question nationale de Guinée? Hein? Comment considérer, est-ce qu'il faut considérer Wagi Ifran, c'est un harki, ou bien il faut considérer l'autre aussi, c'est un harki, ou celui qui l'a poussé. Donc, en fait, on ne juge pas. Nous, les historiens, on ne juge pas. On s'interdit de juger. Mais, Maïla, on zara le contexte, et ben on passe à côté. Voilà, après nous avons les juges, nous avons les avocats, plutôt les procureurs, etc. Si des gens ne lisent pas, ne se documentent pas et suivent aveuglement ce qu'on appelle les historiens de Facebook, comme a dit tout à l'heure Karima, les historiens de Facebook, c'est un journaliste qui l'utilise à chaque fois, eh bien, le débat restera toujours électrique et surtout stérile. Et on n'avance pas. Voilà. Le sujet. En fait, il y a l'ignorance. Il y a au moins deux sortes d'ignorance. Il y a l'ignorance naturelle. Oui. Je ne le connais pas. Je suis ignorant de son parcours. Par contre, il y a une ignorance suscitée. Une ignorance calculée. Et cette ignorance calculée, hein, on nous montre des choses, ou bien on nous cache des choses pour ne pas comprendre, la situation qu'on veut cacher. Donc on l'appelle l'ignorance programmée. Et cette ignorance programmée, même les mathématiciens, les physiciens connaissent bien le sujet. Avant de présenter le livre, j'aimerais bien donner quelques petits points sur la crise de 49. La chimie, parce que le livre est divisé en deux. La première partie, donc, c'est la crise 49. La deuxième partie, c'est la guerre, mais c'est surtout les conséquences de cette crise. Il faut comprendre qu'il y a un débat. Et ce débat a commencé en 49. Berbériste ou pas berbériste. Avant de donner la réponse, c'est qu'il faut comprendre que la crise de 49, qui a éclaté à peu près vers fin février, début mars 49, des problèmes ont commencé depuis 1945. La question posée, l'indépendance. Et je précise une chose extrêmement importante, c'est que la crise de 49 est une crise interne à un parti qui s'appelle le PPA, Parti du peuple algérien, MTLD, Mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques. Et Qassem, tu m'as demandé de donner quelques petites informations. C'est que le PPA plonge ses racines dans les années 20, l'étoile nord-africaine. Et l'étoile nord-africaine, le premier, son but principal, c'était l'indépendance du Maroc, de la Tunisie et de l'Algérie. Donc après, elle va être interdite à plusieurs reprises. En 1937, Messali et ses camarades décident donc de créer le PPA. Le PPA ne vivra que 2 ans. En septembre 1939, il va être aussi interdit. Puis après, il continue le travail dans la clandestinité. Pendant toute la guerre d'Algérie, pendant toute la Seconde Guerre mondiale, elle est dans la clandestinité. À l'époque,
Messali et le parti interdisaient les élections, la participation aux élections. C'est-à-dire où ils votent et la porte à tête le kafir. Messali a été emprisonné, déporté au Congo, Dural. Il est passé par la France. Et je reviendrai sur les détails après, et Machamar et tout. Il arrive en Algérie et il demande au parti de participer aux élections, de créer le MTLD et de participer aux élections. Magui, c'est le premier point de friction entre la direction du PPA et la Kabylie. Mais pas seulement la Kabylie. Et donc, depuis longtemps, le vote c'est péché, c'est guide. On va le vote. Donc, Messali leur a expliqué, etc. Il y a eu un débat, mais les militants de Kabylie n'étaient pas d'accord, n'étaient pas satisfaits. Nanas Bachek Anqovel, il a un congrès. Et la Kabylie a été soutenue par la fédération d'Oran et la fédération du Constantinois. Et donc, Messali était obligé, mais qu'il y avait un consensus autour de la question à Guinée. Bon, ok, on va tenir un congrès. Le congrès s'est tenu en février 1947. Durant ce congrès, la direction du PPA-MTLD en Kabylie, à sa tête Siwali Benay, a préparé un document. Et pendant le congrès, elle était la seule fédération à avoir préparé un tel document. Qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait la démocratisation du parti. Nous sommes là, par exemple, les postes. Les postes, il faut que les gens ne soient pas désignés, mais plutôt élus. La pratique du parti, c'est que, par exemple, un congrès, et puis Messali prend son temps, quelques semaines ou bien quelques mois après, il convoque les nouveaux cadres. Donc, il y avait un manque de démocratie qu'ils ont dénoncé. C'est là le Hajj. C'est que, il dit le congrès de 47, c'est que, ok, nous sommes tous pour l'indépendance depuis l'étoile nord-africaine. Mais on n'est pas d'accord sur une chose. Quelle stratégie? L'indépendance. Et en plus, l'indépendance. Et après, alors, je ne sais pas, peut-être pour les calmer, il y a des postes. Au comité central, donc il y a Siwali Benay, il y a Ammar Ould Hamouda, il y a Saad Bouzar. Ils intègrent le comité central. Bureau politique, Hussein Ahmed et Omar Sdiq intègrent le bureau politique. Juste pour j'ai entendu Shahad Dabri Hussein Ahmed a toujours été contre Tamazir, a toujours été. Et je le dis dans le livre, je cite le témoignage d'un membre du bureau politique qui n'est pas du tout kabyle. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lors d'une réunion, nous les Arabes, etc. Et puis, Aït Ahmed lève la main. Et Moqlid, qu'est-ce que tu veux? C'est le Hajj. On n'est pas des Arabes.
il a ignoré la discussion, enfin son discours. Donc j'ai dit qu'il y a, pour la première fois de l'histoire du parti, des représentants de la Kabylie. Et il faut faire la différence. Je ne parle pas de Kabyle, je parle de représentants de la Kabylie intègrent la direction. Parce qu'il y avait des Kabyles, mais qui ne représentaient pas la Kabylie, ils étaient dans Alger, ils étaient nombreux. Donc il y avait donc cette question de stratégie. Et tout le monde était d'accord pour la lutte armée. Mais la lutte armée, il fallait la préparer. Et donc la fédération de Kabylie avec d'autres fédérations, tant qu'on lâche quelque chose de sérieux, eh ben, on va arrêter de verser les cotisations. Et sans les cotisations, donc le parti va mourir asphyxié. Et donc il y a eu un consensus sur une chose, c'est que voilà, on garde le PPA clandestin pour un travail clandestin, donc voir qui sont les éléments importants, les éléments les plus radicaux, on va les intégrer à l'OS. Donc il y a eu la création de l'organisation spéciale l'OS. Et pour un travail légal, une affiche légale, on crée le MTLD. Voilà. Aït Ahmed devient très vite le chef de l'OS parce que le chef, son premier chef est malade, donc Belwizdad est malade, donc il a été remplacé par Aït Ahmed. Donc durant le bureau politique, il y avait des questions en Guinée et à chaque fois, ce sont des questions politiques. En 1948, décembre 1948, il y a eu ce qu'on appelle le congrès de Zdin. Dans les détails parce que c'est pas le lieu, sinon c'est à dire Shahar. Maman de rater le débat après. C'est ça, un congrès avec une salle. Donc, parmi décembre 1948, il y a eu le congrès de Zdin. Le congrès de Zdin, c'est un congrès autour de l'os, la stratégie. D'ailleurs, et puis quand est-ce qu'il fallait passer à l'action. Ils se sont entendus à peu près dans 6 mois. Et ce congrès, enfin, c'est pas un congrès, c'est une réunion des cadres. Il y a eu des accrochages. Maroun Hamouda gifle Ben Bella, et voilà. Et puis, quelques mois après, donc décembre, janvier, février, mars, éclate une crise. Et le témoignage de Aït Ahmed, il est qu'il fallait de Guinée. La crise est fallait de Guinée. Quand j'ai posé la question à Youn, qui est un anti-kabyle primaire, est-ce que vous ne pensez pas, le témoignage je l'ai publié, est-ce que vous ne pensez pas que les légués ont été donnés parce qu'il y a eu des arrestations? Non, on ne peut pas dire quand même le parti ne pouvait pas aller aussi loin que ça. Non, c'est alors, comment vous expliquez la chose? Ma conviction, c'est qu'ils ont créé cette crise pour saboter le projet insurrectionnel. Parce que ça, il était dans l'os. On a créé cette crise pour nous saboter, nous. Daraouna Fawal, c'est que j'ai parlé des arrestations. En septembre 1948, Siwali Bnei, donc plusieurs mois avant la crise, Bnei Wali a été arrêté. Je ne peux pas donner toutes les
toutes les informations qu'il faut, mais vous pouvez les retrouver dans le livre. Juste avant, en août, fin août, le parti avait des commandos dans le parti. Les commandos, parmi leurs tâches, c'était de tabasser des déviants, donc des militants qui posaient problème. Et donc en août 1948, on a fait appel à des militants. Nous avons des photos à Alger. Parmi les photos, il y avait celle de Walid Benay et d'Omar Osdiq. Est-ce que quelqu'un connaît ces gens? Salim Ramdani, en fait, je connaissais la tête de Benay, mais je connais Ouagui. Et alors, qui connaît? Il y avait à peu près 7 à 8 personnes qui connaissaient la tête de Benay. Ok, voilà, on vous donne une mission. Le jour tel, l'heure telle, Benay a dit dans une rue d'Alger et c'est ce que nous avons fait. Oui, on a commencé à le tabasser. Benay Wali, il s'est défendu et il m'a rattrapé. Je sais qui t'a envoyé, je sais pourquoi tu t'as envoyé. Et toi, tu ne sais rien du tout. Mais moi, je sais. Et Sagui Smahaj, mais fais attention. Donc il a été arrêté quelques jours après à Oran. Après, il voulait quitter l'Algérie clandestinement, parce qu'il était clandestin, et il a été arrêté dans le port d'Oran. Au Siddiq, il a été arrêté quelques jours après, en octobre 1948. Et d'autres vont être arrêtés en 1949. Alors, cette question, berbériste ou pas berbériste. En fait, le livre, toute la première partie, une bonne partie, de 2 chapitres, je montre comment cette crise n'est pas une crise berbériste. Pourquoi? Il faut le berbérisme à l'époque. Comment ce vocable a été utilisé par le parti. À l'époque, berbériste voulait dire anti-national. Voulait dire quelqu'un qui travaille avec le colonialisme, des alliés du colonialisme. Comment Benay, qui était clandestin depuis 1945, qui était un cadre qui s'est toujours battu pour que l'Algérie se libère par les armes, pas seulement lui, tous. C'est un antinational. Et voilà. Donc, quand je dis que cette crise n'est pas une crise berbériste, c'est parce que le mot berbérisme à l'époque voulait dire ça. Alors, si vous acceptez ça, c'est autre chose. Donc, des militants indépendantistes qui étaient accusés de tout à fait l'inverse. Donc, si vous êtes berbère, si vous êtes comme ça, donc vous êtes des alliés du colonialisme. J'ai posé la question parce qu'il y aura une deuxième crise berbériste en 1956. Et j'ai posé la question au chef de la Fédération de France, du FLN à l'époque, enfin l'un des cadres, c'était un Kabyle d'Alger. Et qu'est-ce qu'ils ont produit? Tout d'une manière vraiment naïve. Bon, je suis chercheur, et donc voilà, il a écrit des documents. Est-ce qu'ils ont. Donc, vous avez accusé de berbérisme en 1956. Est-ce qu'ils ont produit des documents? Ça n'a rien à voir avec le berbérisme. Je dis alors pourquoi vous les avez accusés de berbérisme? Il n'est que tout simplement parce que eux, ils nous disaient vous êtes des centralistes. Eh bien, nous, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Et c'est eux qui ont créé les premières sections
du FLN en France. Monsieur Sneini, vous êtes... puisque c'est des cabinets, vous êtes des berbéristes. Et Nas, mais pourquoi ce mot berbériste? Et parce que ça a marché en 49. Et que ça a marché en 49, et donc on n'a fait que renouveler la chose. Voilà. Bon, on reviendra, si vous voulez, dans le débat sur cette crise de 56. La crise de 49 est par ses effets immédiats, lourds, et ses prolongements tenaces et de longue durée, un événement majeur dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. Les ruptures immédiates ou lointaines qu'elle a engendrées sont des blocages à son traitement scientifique serein. Les questions qu'elle a posées, et particulièrement celles liées à la construction démocratique de l'Algérie, font peur. On s'interdit d'affronter un débat sur des questions jugées sensibles, par exemple, quand on parle de l'ethnicité, quand on parle de région, de régionalisme, de localisme, dans une société algérienne assez éclatée, de peur de porter atteinte à sa cohésion. Or, en refusant justement d'aborder ces sujets, en disqualifiant des disciplines universitaires comme l'ethnologie, comme l'histoire, surtout l'ethnologie ou l'anthropologie, et Karima en sait quelque chose, qui sont perçus comme des supports de la science coloniale, où donc on complique davantage la chose. Marginalisée, cette question identitaire a été confinée dans le discours idéologique servant des causes politiques du présent. L'aborder me permettait de contribuer à ce que l'histoire de cette question, et je le souligne, soit l'affaire de l'université et non celle des officines politiques ou partisanes. Elle me donnait aussi l'occasion de traiter du problème de la conflictualité dans une société en construction. Cette question est un sujet auquel j'ai pensé en quittant l'Algérie en 2000, et pourtant j'ai envisagé en premier lieu de travailler sur le 19e siècle. D'ailleurs, tout à l'heure, Al-Qasim a parlé de mon DEA. Mon DEA portait sur l'autorité et le pouvoir en Kabylie, période ottomane et première période de la colonisation. Mais je me suis ravisé 2 années après, et pour vous dire la vérité, c'est Mohamed Harbi qui m'a dit « Ali, qu'est-ce que tu fais dans le 19e siècle? Les gens te connaissent pour tes travaux sur la question berbère, et surtout, les témoins, il y en a, et ces témoins vont mourir, fais vite, sinon ils vont mourir, et donc voilà. » Mais en ne reprenant pas ce sujet, j'avais le sentiment de marcher sur les pas de mes enseignants de l'Université d'Alger qui m'ont refusé de travailler sur cette question. Ils m'ont conseillé fraternellement, non, cette question, allez, tu vas la traiter après. Maintenant, tu prends une bataille, voilà, tu décris la bataille, voilà. Donc, ils m'ont conseillé d'abandonner ce sujet, sans doute de crainte de rendre compte du choix de cette recherche devant une autorité quelconque, je ne sais pas. Mais j'ai dû affronter d'autres difficultés propres à mon parcours. Je citerai 2 exemples, et même sur d'autres exemples, il n'y a pas de problème. Il ne m'a pas été facile de m'extraire de mes acquis de membre d'une société qui souffrait de la pensée unique, du refus de la pluralité et d'une histoire anticoloniale voulue sans accroc. Une thawra mutahara, une révolution pure. Alors qu'il n'y a pas de révolution pure par principe.
il m'a été difficile de sortir de deux discours exclusifs, à savoir le discours berbériste et le discours contraire, le discours anti-berbériste. Deuxième exemple, l'ambiance au sein de l'université d'Alger, où j'ai fait mes études, n'était pas du tout saine. On a ostracisé toutes les personnes porteuses d'idées plurielles. Ainsi, l'université d'Alger a contribué à compliquer encore plus la communication entre Algériens, alors qu'elle était censée promouvoir des travaux dans ce sens sur l'ethnicité, le religieux, les classes sociales, le patriarcat, etc. En fait, on a coupé les vrais sujets pour ne pas justement comprendre cette société. D'autres difficultés ont émaillé cette recherche. Par exemple, l'accès aux archives a été parfois difficile. Ainsi, pour les fonds conservés en Algérie, en France, les difficultés, on a pu les aplanir, mais rien du tout. À l'exception des communes et des wilayas et des anciens et d'anciens acteurs qui pratiquaient et qui pratiquent toujours la rétention de documents. C'est-à-dire, j'ai des documents, mais je ne te les donne pas. Donc, à mon avis, il contribue à faire l'impasse sur des questions importantes de l'histoire. N'ayant bénéficié d'aucun soutien financier, ni bourse, j'étais obligé de travailler dans un hôtel, j'ai dû restreindre mes investigations dans les domaines documentaires ou archives orales, et mes séjours dans les centres des archives étaient limités. Il faut dire que recueillir des témoignages était à la fois stimulant, mais aussi éprouvant. Je m'explique. Plusieurs grands témoins, je le mets entre guillemets parce que pour moi, il n'y a pas de grands témoins, il n'y a pas de petits témoins, il y a tout simplement des témoins. Voilà, le contexte. Donc, plusieurs grands témoins n'ont pas souhaité me donner leur version du passé, même si les raisons de ce refus sont parfois compréhensibles. Ces acteurs ont contribué à rendre ce sujet tabou et à perpétuer le silence des vaincus. Mavrama de Noural sur pourquoi ces acteurs ne voulaient pas témoigner, et ce n'est pas toujours la faute donc des pratiques du gouvernement algérien. Néanmoins, j'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer, d'interviewer et de côtoyer d'anciens acteurs, cadres ou militants de base, intellectuels ou analphabètes, du mouvement national et de la guerre d'indépendance. Leurs témoignages m'ont non seulement éclairé sur les silences de l'archive papier, mais ils ont contribué à me dévoiler la complexité des rapports politiques et humains qui ont lié les cadres dirigeants du PPMTLD entre eux, et aussi du FLN-ALN. Ainsi, les débats sur les questions de nation, de nationalisme, de la langue, de la religion, de la région, qui ont mobilisé ces acteurs durant les années 40 et 50, me sont révélés sous un angle nouveau. L'exploitation du témoignage oral a parfois été une tâche très rude. Il fallait remédier aux oublis, je le mets entre guillemets parce que nous connaissons les psychologues, les psychanalystes, et qu'il n'y a pas d'oubli, hein, parce que la mémoire, on la suscite, mais la mémoire aussi oublie ce qu'on veut oublier. Donc, faire face à l'autocensure, surtout lorsqu'il fallait aborder certains sujets qui fâchent. Alors, parmi les sujets qui fâchent, vous savez que tout mouvement est traversé par des contradictions à Dakhal. Quand on parle de différents, non, je suis rara, on serait rara. Bien sûr, on comprend pourquoi. Parce qu'il ne faut pas que
oui, il y a des arts. Il fallait, si je dis quelque chose contre Ahmed ou contre une autre personne, comment les gens vont prendre ça? Donc, il n'a pas été facile pour ces acteurs de s'exprimer sur des moments de douleur, de désaccord entre les camarades d'un même camp. Certains engagements dans des initiatives jugées aujourd'hui incorrectes ont été totalement gommés. Mes questions sur certains sujets, comme par exemple le maraboutisme ou l'implication des chefs kabyles dans la chasse des contestataires de 1949, n'ont pas eu de réponse chez un grand nombre d'acteurs. C'est-à-dire, pourquoi Waghi, pourquoi il était contre vous? Je ne trouvais pas de réponse. La mémoire du groupe devait être préservée sans tâche. Donc chaque groupe a préservé sa mémoire et l'autre ne l'attaque pas. Certains témoignages m'ont été donnés sur le sceau de la confidentialité en lien avec mon origine kabyle. Il y en a chez Dina, mais je ne cite pas le nom, mais Ali Zred, faut pas, voilà. Qui veut dire, je te dis des choses, mais tout ce qui touche la Kabylie, il faut le cacher. Ne dis pas. Donc il faut, en fait, ce que le pouvoir a fait, à savoir gommer les choses, ils n'ont fait que la même chose. Enfin, ce sont les mêmes pratiques. Certains témoignages, il m'a été demandé d'en faire bon usage et de ne pas trahir la mémoire des acteurs décédés. Oui, en fait, il ne faut pas dire des choses qui portent atteinte à leur mémoire. Alors, donc il ne faut rien dire. C'est-à-dire que là où des questions se posent, où des problèmes se sont posés dans le passé, eh bien non, tout simplement pour donc, sauvegarder la mémoire du groupe. Et ce travail, qui propose aussi une étude critique des archives écrites, montre les limites et les contradictions des divers rapports de police et des services de renseignement. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup appuyé sur ce que j'ai eu comme archives, à savoir les archives de la police française et des services secrets français. La démarche de cette recherche a été guidée par une question fondamentale: comment le référent identitaire kabyle est devenu un analyseur important, pertinent de l'histoire politique de l'Algérie contemporaine et du nationalisme radical et indépendantiste. Ce paramètre renvoie à des lignes de clivage, des éléments de conflictualité qui ont contribué avec d'autres à susciter des divisions et des suspicions au sein du Parti du peuple algérien, puis du FLN-ALN. Ces ingrédients qui sont au principe de la lutte politique évoluent dans un cadre socio-historique et géographique bien déterminé, à savoir le nationalisme algérien depuis 1945 en Algérie, en Kabylie et en France. La fin de la Deuxième Guerre mondiale favorise l'avènement de nouvelles formes d'organisation au sein du PPA. Une nouvelle génération émerge, porteuse de nouveaux questionnements sur le fonctionnement du parti, le projet insurrectionnel, mais aussi sur la définition de la nation algérienne. Donc, le groupe de Benaknour, même si eux n'utilisent pas, ou du moins n'utilisaient pas en 1949 cette définition groupe de Benaknour, mais on leur a collé l'étiquette. Autant de paramètres importants, porteurs de facteurs de clivage,
qui vont susciter des conflits d'ordre politique, qui vont se muer en un antagonisme identitaire fondé sur l'appropriation polémique et la manipulation politique des catégories classificatoires, par exemple la langue, l'ethnie, la région, la nation. Et tout ça va déboucher sur ce qu'on appelle la crise de 49, dite berbériste. J'ai montré comment la construction identitaire a élaboré par des hommes de religion, les ulama, pour définir l'identité algérienne, de même que la ventilation des composantes ethniques de l'Algérie en arabe et berbère, faite par les administrateurs coloniaux, repose sur quelque chose d'extrêmement important, la falsification de l'histoire. J'ai évoqué dans ce même registre l'indissociabilité du politique et du religieux et surtout le principe du consensus. J'ai montré l'histoire de la gestion de l'ethnicité par le nationalisme radical et l'émergence d'un mouvement identitaire kabyle. Le principal enjeu que j'apporte au débat réside dans l'imposition, et je souligne l'imposition de la définition de cette crise, de ses enjeux et de ses modalités. En clair, c'est le fait que les acteurs qui gagnent un combat politique parviennent à en imposer une définition contemporaine et à la postérité. 49, qui a imposé la définition de cette crise comme berbériste? Eh bien, ce sont les acteurs qui ont gagné la crise, c'est-à-dire qui ont gagné le combat, à savoir donc la direction du parti, hein, et les vaincus, c'est ce qu'on a appelé, c'est les gens qu'on a appelés les berbéristes, à savoir Belhoussine, Hablin, Wali Benay et d'autres. Je montre d'un côté que non seulement les nationalistes qui ont triomphé de cette crise, ils sont parvenus en invoquant le danger du berbérisme. Alors, il y avait des militants qui croyaient vraiment que ces gens étaient berbéristes et donc étaient des ennemis, un danger pour la nation. Mais la plupart des cadres du parti, je parle bien des cadres, savaient que c'était une stratégie. Une stratégie, pour les isoler dans le parti, mais aussi pour isoler la Kabylie dans le mouvement national. Et cette stratégie continue. Je montre d'un côté, les mêmes militants qui sont parvenus à consolider leur position dans le parti en jouant sur des mécanismes clientélistes ou régionalistes. Quand je parle de clientélistes ou régionalistes, c'est-à-dire que en montrant les Kabyles comme étant des ennemis, des dangers, des ennemis de l'intérieur, on favorise donc une partie de cette direction à émerger, à prendre la place. Pourquoi? Parce qu'en 1947, plusieurs cadres, surtout de l'Algérois, ont été évincés du parti, et donc on a donné les places donc à ceux que j'ai cités tout à l'heure. Donc cette crise a donné je ne sais pas comment on appelle, l'occasion pour ces gens de revenir. De plus on est anti-berbériste, de plus on s'intègre dans la direction. J'ai établi de l'autre côté, de façon définitive, que les acteurs stigmatisés comme berbéristes en 1949 étaient avant tout mus par le désir de promouvoir des idéaux, des pratiques démocratiques, pratiques politiques démocratiques, et non pas culturalistes et moins régionalistes. La question qui était posée, c'était la nation, les choses. Qu'est-ce que nous sommes? J'ai dans ce sens montré la lucidité de leurs idées développées dans la brochure
l'Algérie libre vivra. Alors, on peut revenir, c'est presque tout un chapitre sur la brochure. Donc c'est une brochure qui a été élaborée, rédigée, la dernière mouture a été rédigée par Belhoussine, Hannin et Hadjarès. Puis après, le parti, juste après le départ de l'Imprimerie, eh bien, il envoie donc un commando pour la prendre, parce qu'il y a eu des fuites. Et j'ai retrouvé aussi dans les archives que la police française a voulu faire exactement la même chose. Donc elle a envoyé des policiers pour prendre la brochure. Et ces militants avaient des contacts un peu partout en Algérie, et plus particulièrement à Boufarik. Donc ils l'ont évacuée vers Boufarik, et donc après elle disparaît. Le contenu de la brochure, on le retrouve dans les documents du PPA. Ça veut dire, nous sommes contre ce que vous faites, nous sommes contre ce que vous pensez, mais on utilise vos idées. Et d'ailleurs, même pour le congrès de la Soubam, ils ont utilisé cette brochure, c'est-à-dire le contenu de la brochure. Et donc la brochure disparaît, elle réapparaît en 1956, grâce à Belhoussine, puis elle disparaît. Et elle réapparaîtra plusieurs années plus tard, en la fin des années 80, en 86-87. Et de la bouche de Belhoussine, Naïd, j'ai photocopié la brochure et je l'ai prise à Tizi Ouzou. Et voilà un document extrêmement important qui parle de la nation, de la définition de la nation. Est-ce que vous pouvez le publier? Oui, bien sûr, on peut le publier. Sauf que, vous pouvez vérifier, quand Tafsous a publié, elle a publié, je pense, 2 ou 3 pages. Alors que le document, ça a 55 pages à peu près. Et Belhoussine était très remonté. Qu'est-ce qu'il fait? Donc il va en France et il la donne à Mohamed Harbi. Mohamed Harbi, à l'époque, publiait une revue comme un Souel. Et Harbi l'a publié en intégralité. Pas seulement en intégralité, mais il le témoignage de Belhoussine qui expliquait donc dans quelles conditions cette brochure a vu le jour. Donc, si vous voulez, on pourra revenir sur cette brochure. Ce qui est important de souligner, c'est que cette brochure, elle a été donc la prise naissance en juillet. Elle a été publiée en juillet 49. C'était pendant la crise de 49. Pourquoi? Tout simplement parce que il voulait dire au parti que nous ne sommes pas des berbéristes. Voilà ce que nous voulons, voilà ce que nous sommes. Hein. Donc nous ne sommes pas des berbéristes. On reviendra pas, plutôt on reviendra tout à l'heure sur la question. Cette recherche, donc le livre, montre à travers une sociologie des acteurs inédite et à contre-courant de ce qui a été écrit par plusieurs auteurs que les opposants, moi j'utilise pas tout à fait le mot opposant, mais j'utilise le mot contestateur. Et je peux vous l'expliquer, parce que opposant veut dire quelqu'un qui va prendre la place. Eux, ils ne voulaient pas prendre la place de Messalie. Ils voulaient juste que le parti devienne un parti démocratique, que les pratiques changent et que le parti décide enfin de passer à l'action, donc faire éclater la guerre. Même si ces acteurs, on les qualifie de groupes, ils n'étaient pas homogènes. Il y avait au moins 2 grands groupes. Les 2 grands groupes, c'est quoi?
il y avait ceux d'Alger, à leur tête Ammar el-Hamouda et d'autres, et ceux de Paris. Et contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas Ali Yahya qui dirigeait, Rachid Ali Yahya qui dirigeait ce groupe, mais il y avait d'autres comme Rabah Sarbah, des militants qui ne sont pas connus. Donc cette sociologie des acteurs est extrêmement importante pour moi et pour les historiens. Pourquoi? Parce que l'histoire a gommé des noms. C'est-à-dire, ces gens ne pouvaient pas exister dans l'histoire. Et mon rôle, justement, c'est de montrer que ces gens, non seulement ils ont la place dans l'histoire, mais on ne peut pas comprendre l'histoire en les évacuant. L'histoire n'a pas été faite par des fantômes. L'histoire a été faite par des femmes et par des hommes. Et ces hommes et ces femmes ont des noms, ont des parcours. Voilà. Et on voit qu'aujourd'hui, quand on lit les mémoires des uns et des autres, on voit qu'il y a des événements gommés, des personnes qui disparaissent comme ça de l'histoire. Et pourtant, ces gens se sont toujours soulevés contre l'histoire, ce qu'on appelle l'histoire officielle. Dans la réalité, il n'y a pas d'histoire officielle en Algérie parce que l'État d'Algérie n'a pas produit d'histoire, tout simplement. Parce que le qualificatif d'histoire officielle, on peut le coller à la France. On peut, oui, la France a produit une histoire officielle, mais les Algériens, qu'est-ce qu'ils ont produit? Je parle de l'État. Donc, on reproduit exactement ce que le pouvoir n'a cessé de faire, d'interdire. La révolution, par exemple, elle a été faite par tout le peuple. Alors qu'on sait que ce n'est pas vrai. Le 1er novembre. Le 1er novembre, tout le peuple algérien s'est soulevé comme un seul homme. Ah oui? Et pourquoi il y a des centaines de milliers de harkis? Et pourquoi les novembristes étaient obligés, donc ceux de 1er novembre, pourquoi ils ont été obligés de se cacher? Et pourquoi donc, comme un seul homme? Alors, donc toute la société a participé. Ce qui n'est bientôt, bien sûr, il y a aussi le MNA. Alors, c'est-à-dire qu'en réalité, qu'est-ce qu'on développe, et d'ailleurs je le vois aussi aujourd'hui, c'est que cette guerre ne pouvait pas, cette société algérienne ne pouvait pas enfanter des éléments qui pouvaient poser des problèmes. Alors, dans un débat, à Paris, Smith Abben, il a été assassiné par des Égyptiens. Ah, soyons sérieux quand même. Donc on évacue, c'est comme si Karim Belkacem, Ben Toubel et Bossof et d'autres, ils ne pouvaient pas tuer, voilà, ils pouvaient pas. Ah non, c'est les autres, c'est l'Égypte. C'est comme si cette guerre, cette société ne pouvait pas enfanter des gens qui pouvaient tuer d'autres personnes. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement Abben, c'est un symbole, mais combien de gens qui ont été liquidés? Alors, aussi, j'ai démontré que, contrairement à ce qui a été dit et écrit, que la crise de 1949 a été longue. Alors, tous les écrits avant, c'est une crise passagère, rapide. La crise passagère, elle a débuté en mars 1949, elle a pris fin vers fin 1951, une crise. Et la crise de 1949, elle n'a touché que la Kabylie. Alors que, et je montre, j'ai mis une carte, la crise s'étend jusqu'en Oranie. Et justement, pourquoi l'Oranie? Parce que les militants qu'on a accusés de berbérisme,
C'est eux qui ont implanté le parti dans ces régions. Alors, j'ai rencontré des militants de l'Oranie. Vous avez connu Mossadegh, vous avez connu... c'était une provocation de ma part, c'est les berbéristes. Ah, khoya, comment ça, des berbéristes? On les connaissait. Ils étaient nationalistes. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut comprendre que le concept de berbériste, enfin le vocabulaire berbériste, à l'époque, ça voulait dire des anti-algériens. Mais c'est eux qui nous ont formés. On les connaissait, on savait, ils ont inculqué le nationalisme dans nos têtes, et aujourd'hui on nous dit, enfin en 49, on nous dit non, c'est des berbéristes, des gens qui voulaient, qui travaillaient pour la France. C'était inadmissible. Voilà. Donc, elle a été longue, elle a touché plusieurs régions du pays, et surtout, la répression a été extrêmement violente. D'ailleurs, en 1949, en août 1949, parce que je m'oublie. Pour une fois, on a une conférence scientifique, pas des brodros à dissous. Allez-y. Parce que Maïla a il va bien me le dire. Il faut leur laisser quand même le temps de poser les questions. C'est ça. Pardon. Oui, je parlais de la violence. Donc, en août 1949, Karim Belkacem, je dis Karim Belkacem parce que c'est lui qui a fait le coup, mais d'autres pouvaient le faire. Donc, Karim Belkacem, il tire sur un militant qui s'appelle Aliou Mahmoud, les Farhad. Il le blesse de quelques balles, et puis après il a été sauvé à l'hôpital de Tizi Ouzou. Mais ce n'est pas seulement cet attentat, mais en France il y a eu énormément de bagarres. Même dans mon livre, parce que vous savez, quand vous publiez, il faut que le nombre de pages soit, là c'est 512 pages. Les éditeurs refusent de prendre des livres volumineux. Donc je ne cite pas toutes les affaires que je connais. Donc plusieurs bagarres ont eu lieu à Paris, mais pas seulement, aussi dans les régions, des autres régions, par exemple à Rouen, à Marseille, dans l'est de la France. Et on a, à chaque fois que donc ces contestataires voulaient se réunir, on leur envoyait donc ces commandos pour détruire la chose. Et on est allé même, c'est-à-dire voilà, la violence physique. Mais au-delà de la violence physique, il y a aussi la violence verbale. Parce que quand vous dites que vous êtes réellement, vous croyez à la chose, et que quelqu'un d'autre vous dira non, en fait, tu penses exactement l'inverse. Ça fait mal. Et le problème, c'est que ce vocable de berbériste a fonctionné depuis. Et il fonctionne toujours. À chaque moment, il y a une crise, pour disqualifier ces Kabyles, c'est des berbéristes. Et peut-être qu'il y a des militants, d'anciens militants d'Agui ou des militants d'aujourd'hui, ils pourront en témoigner tout à l'heure. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai cité le militant d'Alger, mais il y a d'autres témoignages qui vont dans le même sens. Alors, c'était quoi le berbérisme? Wallah, ma balise, que ça veut dire. Et je dis, mais comment, pourquoi vous les avez tabassés, etc., pour berbérisme? Mais tu sais, moi, on m'a dit qu'il y a des gens qui touchent au parti, qui touchent à Messali,
moi, celui qui touche à Messali, qui touche au parti, je le tue. Voilà. Donc, c'est une violence suscitée, c'est une violence programmée, hein, et à Macadamia, à travers, pas seulement en Algérie, mais aussi à travers toutes les sections du parti. J'ai mis en évidence le poids de la crise de 49 dans la mise à l'écart de la Kabylie et de son encadrement par les dirigeants du PPMTLD de 49 à 54. Ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à 49, jusqu'à la crise de 49, les dirigeants de la Kabylie, à leur tête Ali Benay, étaient à la pointe. Ça veut dire que les débats, c'était eux. Et ils ont, à Macadamia tout à l'heure, implanté le parti à travers, je ne dirais pas l'Est, l'Est c'était un petit peu plus difficile, mais l'Ouest, hein, ils ont implanté le parti. Et quand j'ai interviewé Mchaté, qui était le contrôleur du parti, du PPA, après 49, j'ai trouvé un Kabyle qui était à la tête du parti à Tindouf. Qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il y avait une mine, il travaillait dans la mine, et il était en relation avec Ammar al-Hamouda. Et c'est Ammar al-Hamouda qui l'a implanté, voilà, va implanter le parti dans cette région. Donc, voilà, c'est son encadrement jusqu'à 1949 était vraiment extrêmement important de le parti, jouait un rôle extrêmement important. 49, la crise, donc on les exclut. Et vous savez que quand vous êtes dans un parti politique, même si je n'ai pas vécu, j'ai jamais appartenu à un parti politique, mais je sais que quand on est dans un parti politique et quand on est exclu du parti, c'est la mort politique pour ces gens. Pourquoi? Parce que le PPA à l'époque, pour y adhérer, il fallait être convaincu. Pourquoi? Parce qu'on pouvait être arrêté. Et donc, appartenir à ce parti, puis exclu, hein, eh ben, c'est une mort politique. Et pour vous dire, certains exclus, leurs femmes, donc vous voyez à quel point hein, la violence de cette crise. À partir de 1949, donc la direction envoie des gens pour réprimer, pour exclure ces soi-disant berbéristes, et met en place une nouvelle direction. Contrairement à ce qu'on pense, donc c'est Karim Belkacem qui a dirigé cette fédération jusqu'en 1962, c'est pas juste, parce que le parti a envoyé quelqu'un d'autre, Qarnes Iwachou, qui veut dire que c'est un gars de Bijaya. Et son nom va me revenir, du Hadid Smith. Et puis, ce militant, donc il travaillait avec les deux, à savoir Ouamran et Karim. Pourquoi je dis que c'est extrêmement important pendant cette crise, plutôt cette période de l'histoire, c'est que le parti, quand il se réunissait, donc les directions régionales, il y avait 12 wilayas, je pense, et 10 wilayas se rencontraient ensemble, avec Seydi Ali Abdelhamid, qui était le président du comité, le chef du comité d'organisation du parti. Donc ils se réunissaient ensemble, la Kabylie Wahdas. Et ça, c'est jusqu'en 1954. Pourquoi? Parce qu'on avait peur donc que des contacts se tissent, des relations se tissent entre Karim Belkacem et d'autres, enfin entre la direction de la Kabylie avec les autres wilayas. Et d'ailleurs, en 1954, quand
il y a eu des négociations. Ils ont cherché qui connaissait Karim. Est-ce que il y avait très peu. Deuxième chose, c'est que l'encadrement de la Kabylie jusqu'en 1949 était un encadrement, j'allais dire intellectuel, pas tout à fait, mais c'est des gens qui étaient à l'université grands et donc qui posaient des questions et qui apportaient des solutions à des choses. À partir de 1949, ce sont des maquisards. Donc leur niveau est un niveau élémentaire. Et d'ailleurs, après, ça va se répercuter sur l'encadrement à partir de 1954 jusqu'à 1962. J'ai montré pour la période de la guerre d'indépendance comment la Kabylie s'est imposée comme une région pivot dans la lutte libératrice et a permis à ses cadres de jouer les premiers rôles dans la direction du FLN-ALN et d'être perçus comme hégémoniques dans la conduite de la guerre. D'où l'exaspération du sentiment anti-kabyle chez leurs concurrents. Aussi, une fois, il y avait quelqu'un qui m'a reproché que nous, on a dirigé la guerre tout simplement parce qu'on était plus intelligents que les autres. Alors qu'en histoire, je l'ai dit tout à l'heure, si on ne prend pas l'événement dans son contexte, on ne comprendra rien. Si on prend, c'est vrai que les Kabyles ont dirigé pendant un moment la guerre, à savoir en 1956. Abben dirigeait le FLN. La Wilaya 3, la Wilaya 4, la Wilaya 6, la Fédération de France était dirigée par des Kabyles. Dire comme ça, oui, c'est parfait. Sauf que il faut voir pourquoi ces gens dirigent. Merouch a été envoyé aussi chez les Orex, voilà, pour faire régner l'ordre et faire accepter les décisions du Congrès de la Soumane. Alors, je te fais confiance, hein, mais là, si je dépasse, il y En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le 1er novembre 1954, l'Algérois n'a pas d'éléments pour faire le premier coup de feu. Donc, qu'est-ce qu'ils ont demandé? Voilà, on manque d'armes, on manque de personnel. Est-ce que vous pouvez nous aider? Qu'est-ce que Karim a fait? Il délègue Ouamran. Et Ouamran a pris un certain nombre de personnes, d'éléments, et chez Hassan pour faire le premier coup de feu dans la Mitidja, Blida, Boufarik, etc. Alors, on se pose la question, mais pourquoi? Pourquoi l'Algérois n'en avait pas, alors que la Kabylie avait de l'excès, enfin, avait plusieurs militants? Eh bien, tout simplement, ça se comprend. Tout simplement, la Kabylie n'a pas été touchée par la crise de 1954 du PPA. Toutes les autres régions d'Algérie ont été touchées. Donc, qui veut dire déstabilisée. Seule la Kabylie est restée unie. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous disais que le parti, quand il se réunissait, toutes les sections, sauf la Kabylie ou Hadith. Et donc, quand arrive, d'ailleurs, il découvre cette crise. Il la découvre en mars 1954, alors que la crise a commencé plusieurs mois avant. Découvre la crise. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que, et comment ils l'ont découverte, c'est grâce à une lettre d'un militant envoyé de France pour informer. Voilà, il y a une crise au sein du parti. Et c'est comme si ça allait de la crise. Alors que dans d'autres wilayas, ils savaient.
Et donc, pour la Kabylie, c'est des gens qui sont restés. Il n'y avait pas de contact, ou il y avait peu de contact avec les autres régions d'Algérie. Et il y avait aussi l'autorité de Krim et de Ouamran, parce que souvent on cite Krim et on oublie le rôle de Ouamran, qui est un rôle, à mon avis, qui est un rôle extrêmement important. Et donc, ils étaient intransigeants sur plusieurs choses, par exemple la discipline. Et la plupart de l'encadrement, la plupart des cadres de la Kabylie étaient des menfilles, des clandestins, donc des hommes en armes. Voilà. Donc, Krim envoie Ouamran et il fait le premier coup de feu dans cette région. En se retirant, il a été dans la région de Palestro, Khdaria. Donc, à cheval entre la Kabylie et Alger. En février 1955, le chef de la zone 4, qui va devenir Wilaya 4, est arrêté, l'État. Et l'encadrement, les cadres se rencontrent, et ils ne sont pas du tout kabyles. Ils se rencontrent et se disent, quoi faire? Souidani Boujma, écoute, on connaît Ouamran, on connaît Krim, ils sont juste à côté, on a des contacts avec eux, puisque Alger et la Kabylie c'est juste à côté. On va demander à Krim de nous aider. Et donc, Souidani Boujma et les autres contactent Krim. Et Krim, oui, pourquoi pas. Et il délègue Ouamran. Et donc Ouamran devient le chef de la zone 4, qui va devenir plus tard Wilaya 4. Voilà comment Ouamran est devenu. Donc ce n'est pas une intelligence, ce n'est pas un Nathan. Bien sûr que Ouamran était intelligent. Et contrairement à ce Nathan, il était non seulement intelligent, mais c'était quelqu'un, parce qu'on le présente comme fruste, comme un maquisard, Nathan, mais il lisait beaucoup. Et Naïd Hadras, il m'a demandé l'Obcom, le livre qui parle de la révolution, je pense, russe. Et Naïd, quand il m'a demandé ce livre, il m'a dit, Ouamran pouvait lire ce livre, c'est incroyable. En plus, c'est un livre très difficile. Et autre chose, c'est que Ouamran est resté en contact avec ce qu'on a appelé berbéristes en 1949. Alors, Wilaya 4, Wilaya 6 aussi. Son chef, le colonel Sichrif, qui est de Drag Mizen, en 1947, il prend le maquis avec Krim. Suite à des différends avec Krim, donc il s'enfuit. Il s'enfuit dans les hauts plateaux. Et quand il arrive au haut plateau, il enseigne le Coran. Parce que c'était un shir. Et donc, c'était pour lui une couverture, mais aussi un moyen de subvenir à ses besoins. Il reste là-bas jusqu'à quelques mois, 2 mois avant le début de la guerre, avant 1954. Il rentre en permission, c'est-à-dire en congé, si on veut. Il arrive en Kabylie, et puis Mouhtouil, qui était l'un des chefs de la Kabylie, il m'a dit, pourquoi? Parce qu'il préparait le passage à la lutte armée. Et il a informé, voilà, on prépare un coup, donc il faut que tu restes, ne retourne pas dans le haut plateau. Il est resté, et d'ailleurs c'est l'un des cadres
de la wilaya de la zone 3. Parmi donc ces tâches, c'était de poursuivre vers le sud de la Kabylie les MNA, les messalistes. Et c'est ce qu'il a fait. Pourquoi? L'un des éléments, c'est que lui, il connaissait les hauts plateaux. Donc, il pousse les choses plus loin et il arrive donc dans cette région vers l'ouest l'est de Dia. Et Qimdin, il est resté sur place. Congrès de la Soumam, la wilaya 6 n'existait juste sur le papier. Et donc, il fallait un chef. Et comme c'est lui qui était sur place, donc ils ont fait appel à lui. Et il est devenu, donc ils l'ont intronisé comme chef de la wilaya 6. Voilà. Bon, je ne vais pas trop m'attarder. Je souligne aussi comment la crise de 49, d'abord, puis la guerre a broyé la société politique plurielle, la destruction des élites politiques, les cadres et les étudiants, et ont privé la Kabylie et l'Algérie d'un encadrement organisateur et féru de controverses, que ce soit des controverses culturelles mais aussi politiques. J'ai montré aussi comment et pourquoi des militants de 49 qui ont pourtant rejoint le FLN-ALN ont été assassinés en Kabylie même. Et je pense que la plupart des gens ici connaissent les assassinats 56-57 de Siwali, pardon. De Siwali Ben Naïd, Ammar al-Hamouda, de plusieurs autres militants. Certains ont perdu la vie pendant la pluie. Il y a un militant qui est très mal connu, c'est Saïd Dakhli, Qarnes Saïd Stilo. Et c'était un élément extrêmement important de leur nationalisme, mais aussi pendant la guerre. Il a été liquidé dans l'affaire de la Bluide. J'ai décrit les conséquences du congrès de la Soumam et l'extension territoriale de la zone puis Wilaya 3, et j'ai cartographié à travers une carte inédite les changements opérés entre le 1er novembre 1954 et le 20 août 1956. Pour la première fois de l'histoire de la Kabylie, je le montre dans le livre, Krib a réussi à unifier la Kabylie. Il a réussi là où Ali Ben Naï a échoué en 1945. Parce que c'était aussi une demande en 1945 de Wali Ben Naï, d'Amar Sdiq, de Aït Ahmed, etc. Ils ont demandé au parti de cette région, après le 8 mai 1945, a été déstructurée. Vous savez que donc, cette région de Kabylie a subi donc, les massacres de mai 1945. Ils ont demandé, voilà, puisqu'il n'y a pas d'encadrement, on va la prendre en charge. Pas touche. On ne touche pas. Et donc, c'est le fameux danger kabyle. Donc, Krib réussit pour la première fois à unifier la Kabylie. De quelle manière? Et pourquoi je parle d'unification de la Kabylie? Parce que en 1954, donc il y a eu des négociations entre Krib et les 5 avant d'intégrer donc le noyau. La première chose, c'est qu'on lui a dit tu seras sous la responsabilité de Didouche, Alger. Après, Didouche il a été envoyé dans le Constantinois. Là, c'était sous la responsabilité de Didouche. Bien sûr, Krib et Avram ont refusé. Et la deuxième étape, voilà, la Kabylie va en quelque sorte être limitée
l'ancien département d'Alger, plutôt de Tizi Ouzou, l'ancien arrondissement à savoir donc Boumerdès, Sdeoul Jura, puis ce qu'on appelle la Wilaya Tizi Ouzou Toura, à peu près. Ok, d'accord. La guerre éclate. Ce qu'on appelle la petite Kabylie, je déteste dire petite et grande Kabylie parce que ça ne veut absolument rien dire. C'est péjoratif, absolument. Et donc la Kabylie de la Soumane est restée son chef. Pourquoi? Parce que cette région appartenait au Constantinois, à la wilaya, enfin à la zone 2. Et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi donc il n'y a pas eu le premier coup dans cette région? Tout simplement parce que son chef, Oulebsir, de Tezmelt, a rejoint le MNA. Donc a rejoint Messali. Donc il ne pouvait pas, bien sûr, appartenir à deux organisations. Et donc, qu'est-ce que fait Krim? Donc il installe donc, le FLN dans cette région. Pour vous dire, parfois d'une manière souple, parfois d'une manière violente. Et en 1956, congrès de la Soumane, Krim s'est accaparé tout ce qu'on appelle aujourd'hui la wilaya de Béjaïa, mais pas seulement. Il va vers le sud jusqu'à Msila. Et on va s'est posé le problème au congrès de la Soumane. D'ailleurs, il y a eu des problèmes, les discussions étaient houleuses. Et donc après, bon, c'était un peu trop tard, puisqu'ils sont là. Ils ont organisé à Merouche, donc a été envoyé vers l'est, Mira et le futur colonel Sechrif vers le sud. Mais en arrivant dans ces régions, ils ont installé l'organisation. Donc voilà, les dirigeants du FLN, ALN en 1956 au congrès de la Soumane étaient face à une situation de fait, voilà, on est là, c'est-à-dire que c'est nous qui occupons. Alors qu'en 1954, toute la Kabylie de la Soumane jusqu'à Sétif appartenait à la zone 2. D'accord. J'ai montré la place prépondérante de la Kabylie dans le contrôle de l'immigration en France, ce qui m'a amené à mettre en exergue pour la première fois une deuxième crise berbériste en 1956 en France. L'ethnicisation du débat a été lancée en 1949. La propagande anti-kabyle est depuis ressassée à chaque crise politique majeure au moment de lutte pour le pouvoir ou de contestation du pouvoir depuis 1962. On a voulu, depuis 1949, isoler la Kabylie des autres régions du pays et circonscrire les contestations démocratiques à la Kabylie. Pour terminer, comme vous le savez, et il est difficile, comme je l'ai dit tout à fait au début, d'être historien dans une société dans laquelle certains ne cherchent pas à comprendre le passé, mais plutôt à justifier des positions du moment et à donner des versions rassurantes de l'histoire, loin de l'objectivité que m'impose ma discipline. J'espère avoir apporté au moins quelques éléments, une contribution
à l'histoire contemporaine de la Kabylie et de l'Algérie. J'espère que j'ai apporté une contribution à un débat apaisé sur ce passé, loin des polémiques qui ont pour but donc l'utilisation de l'histoire à des fins politiques immédiates. Et je vous remercie et j'attends vos questions. D'accord ?